Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jacques Georges. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Jacques Georges, ancien financier, proche de la nouvelle droite, expert international, ancien expert international ayant travaillé pour la Commission européenne et vous participez régulièrement à l'émission sur TV Liberté Tête à Clash. Vous publiez l'ouvrage que voici, Mon époque et moi sommes mariés sans amour, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors qu'est-ce qui cloche avec notre époque, Jacques Georges? Qu'est-ce que vous lui reprochez à notre époque? Si vous me donnez les 3 prochains jours pour développer, je veux bien commencer, mais j'ai l'âge que j'ai et c'est typiquement, si je commençais pour être très vendeur sur mon bouquin, je dirais c'est typiquement un bouquin de vieux con. Ah bah parfait, ça commence bien. Donc c'est un bouquin de vieux con qui trouve que c'était mieux avant. Mais qu'est-ce qui était mieux avant? Parce qu'autrefois, on est plus jeune, je vous signale. C'est une blague, c'est une blague évidemment, mais enfin il y a quand même il y a pas mal de sincérité dans ce que je vous dis. Et puis malheureusement aussi il y a quelques raisons objectives d'aller un peu dans ce sens-là. Alors à notre époque, je dirais que là je sais pas par quel bout commencer, mais enfin disons que je n'aime pas trop mon époque, tout simplement parce que je pense qu'elle va, sur certaines options fondamentales, elle va pas dans la bonne direction. Notamment quand on est européen. Alors justement, l'Europe et l'Union européenne sont au cœur de votre ouvrage. Oui. Vous avez assisté tout au long de votre vie à cette construction européenne et vous affirmez avoir toujours appuyé ces avancées institutionnelles. Vous dites aussi que l'UE est pourvu d'une administration de grande qualité, mais là c'est très paradoxal puisque vous dites l'UE est l'idiot du village planétaire, la lâcheté et le court-termisme personnalisé. Comment vous expliquez ce paradoxe? Un peu Dr Jekyll et Mr Hyde là. Vous savez, j'ai toujours été divisé à l'intérieur de moi-même. Je suis toujours coupé en deux. Donc je suis disruptif. On m'a souvent dit que j'étais disruptif autour de ma vie professionnelle et même maintenant de ma nouvelle carrière de jeune essayiste. Je suis disruptif. Alors sur l'Union européenne, sur l'Europe en général, je suis évidemment divisé parce que je pense que l'Europe est à la fois c'est notre espoir, pour moi, c'est la seule belle, grandiose réalisation de ma génération. L'Union européenne, vous parlez? L'Union européenne, ouais. Absolument. C'est la seule chose qu'on ait fait de grand et de beau, pour moi. Mais en même temps, puis en plus à long terme, c'est notre seul espoir d'exister encore demain et d'avoir une grandeur et d'avoir un avenir et d'avoir quelque chose à dire. Sinon pour l'éternité, du moins pour la longue période. Mais enfin là, vous voyez bien qu'entre les Russes et les Américains, l'UE, elle pèse plus grand-chose. Hein. Voilà, alors donc, mais, ça c'est, je l'ai dit, ça, l'avenir, l'Europe est notre passé, notre présent et surtout notre futur, notre destin. C'est notre destin, pour moi, le destin est continental. Mais en même temps, comme j'ai les yeux ouverts et que je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je suis bien obligé de constater que l'Europe institutionnelle, pas l'Europe rêvée, mais l'Europe réelle, l'Europe institutionnelle, je dois dire, a fait flop dans beaucoup de domaines et a pris des mauvaises directions dans à peu près tout ce qui est vital pour nous à long terme. Est-ce que vous battez votre coulpe aujourd'hui? Non, je ne bats pas ma coulpe, mais je dis que j'ai toujours été pro-européen, je continue à l'être, je serai toujours européen. Je dirais c'est pas rationnel, c'est... Vous êtes comme ces vieux communistes, à la fin, ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Attendez, c'est malveillant ça, de comparer ça au communisme. Non, le communisme était une idéologie qui s'est écroulée d'elle-même, qui n'avait pas de support sérieux à très long terme. L'Europe, c'est pas une idéologie, l'Europe c'est l'idéologie mondialiste quand même. Non, c'est pas une idéologie l'Europe. Ah bon? Non, je suppose que vous êtes jeune, vous avez voyagé, comme tous les jeunes vous voyagez. Quand vous voyagez en Europe, vous êtes chez vous. Quand vous sortez d'Europe, vous êtes européen. Ça, je peux vous dire, j'ai 2 petits-fils en ce moment. J'en ai un qui est en Russie, l'autre qui est en Chine. Et je peux vous dire que je parle avec eux de temps en temps avec WhatsApp. Et je dois dire que eux, je peux vous dire qu'ils se sentent européens. Depuis qu'ils sont là-bas, ils se sentent européens. Surtout le chinois.
hein, évidemment. Mais même le russe, quoi que ça contredise ce que je vais dire peut-être tout à l'heure. Parce que vous êtes pour une grande Europe avec la Russie. Ah, mais moi je suis pour une grande Europe alliée à la Russie. Alliée à la Russie, ouais. je suis pour l'Europe, effectivement, de Lisbonne, Paris, Berlin, Moscou. On va ajouter Saint-Pétersbourg, Moscou, et puis on va aller jusqu'au Pacifique, effectivement, D'accord. Mais ça, oui, mais je suis pour la grande Europe. L'Europe ne va pas jusqu'à Vladivostok, mais par contre l'Europe comprend la Russie. Pour moi, elle comprend la Russie d'Europe, et comprend également la Sibérie. Si on veut exister, si on veut un destin continental, si on veut simplement être autosuffisant en termes d'énergie et de matières premières, c'est évidemment dans cette voie-là qu'il faut aller. C'est-à-dire l'inverse de ce que l'Europe institutionnelle a fait depuis 1922, depuis 2022, c'est-à-dire une Europe occidentale alliée puissamment et à long terme avec la Russie, bien sûr. Alors Jacques Georges, sur les causes du déclin français, vous dénoncez la médiocrité de la classe politique française depuis De Gaulle. C'est quoi la médiocrité de cette classe politique, excepté son européisme forcené? Oui. Ah, ça, alors là, c'est une question. Parce qu'ils sont tous européistes depuis. Il faudrait beaucoup de temps pour développer ça. Mais enfin, disons que je constate quand même que nous avons élu. Je n'accable pas Macron. Il a au moins un élément noble, valable. Ah bon. Oui, il a au moins une chose, c'est qu'il croit en l'Europe. Il croit en l'Europe et c'est le seul crédit que je lui fasse, mais je lui fais quand même ça. Il a sa part de noblesse, c'est quand même qu'il croit en l'Europe. Pour moi, c'est positif. Tout le reste, c'est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire et c'est une catastrophe. Mais malgré tout, ça lui donne quand même une noblesse. La noblesse par l'Europe. Ça, je crois que les idéaux, les Français qui se sentent français, d'ailleurs moi je suis français à 100%, pur sucre je dirais, de souche paysanne des deux côtés, de vieilles traditions français, patriote à mort. Dans ma jeunesse, j'étais moi-même patriote à mort. Hein. J'ai accédé au rêve européen avec le temps. Mais au départ, j'étais un patriote français qui allait dans les cimetières pour se fêter le 11 novembre. Hein. Donc, je connais très bien ce milieu-là. Et je ne le renie pas du tout. Je dis simplement quand même, pour moi, l'Europe me fait davantage rêver. Voilà. Vous aimez les braves gens, Jacques Georges, dites-vous, les modestes, ceux qui endurent, ceux qui ne la ramènent pas. Comment cette Union européenne les a traités, ces modestes ? C'est pas l'Union européenne, c'est toute la classe dirigeante de tous les pays. Il y a depuis des dizaines d'années, en tout cas depuis 68 en gros, il y a un décalage dans tous les pays. Vous constatez un décalage entre les élites et le peuple. Vous voyez que la démocratie est en panne partout. Vous voyez que le gouvernement des juges a suppléé, a surmonté, a détruit même, on peut dire, la démocratie et l'opinion du peuple. Partout, c'est un phénomène que vous trouvez partout. C'est pas du tout un phénomène européen. C'est un phénomène de tous les pays européens qui a eu ses conséquences au niveau européen aussi, avec par exemple évidemment la fameuse CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme qui est un problème effectivement, ouais. qui nous bâillonne. Nous bâillonne sur le plan de la liberté d'expression, mais nous bâillonne également en action pour réagir contre l'insupportable et l'indicible, je dirais, cette immigration et ce grand remplacement qui est un désastre, qui est une mort voulue, acceptée et presque. Je vous signale que c'est à Bruxelles que se décide la politique migratoire de l'Europe. Hein. Non. Ah bon ? Non. Ah bon ? Non, il y a un consensus là-dessus à peu près. Vous n'allez pas me dire quand même que les Français que les gouvernements français successifs ont souffert des instructions, des directives européennes dans ce domaine. Non, vous n'allez pas me dire ça parce que ça serait un peu exagéré. Non, c'est-à-dire que nous avons précédé souvent les défauts de l'Europe.
Les mauvaises orientations de l'Europe, elles sont nées très souvent en France, comme par hasard. Oui, avec Jacques Delors, par exemple. Avec Jacques, voilà, vous m'arrachez vous me prenez le mot de la bouche. Voilà. Non pas, je n'ai pas de haine contre Jacques Delors, mais je dis qu'il est symptomatique de l'influence fondamentale de la France dans toutes les mauvaises orientations de l'Europe. Mais l'inspection des finances, quoi. Pas seulement. Oui. Oui, non, de façon générale, nous, la France, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un patriote français natif, c'est vrai. Mais enfin, d'un autre côté, je suis bien obligé de reconnaître quand même qu'en France, nous avons fait la Révolution française, que nous, en France, nous avons comment dirais-je, une espèce de, non pas de monopole, mais nous sommes les meilleurs en termes de gauchisme, de mauvaises idées, d'idées apatrides et de rêves dangereux. Voilà, et d'immigration, et d'antiracisme, et de tout ce que vous voulez. Tout ça, ça prospère en France avant d'être insufflé à l'Europe. Alors, vous déplorez aussi que le désastre européen en cours ne suscite pas de réaction violente. Mais à quel type de violence vous pensez? À quelle violence, vous savez, en opposition, vous espérez? Moi, je suis toujours étonné. Vous savez, quand j'étais jeune, on me disait les Français c'est un peuple rebelle, c'est un peuple qui est toujours en train de faire des révolutions, qui ne tolère pas ceci, qui ne tolère pas cela. On fait pas n'importe quoi avec les Français. Ce que je vois tous les jours, c'est exactement l'inverse. Hein. Si j'étais pas à la télé, je vous raconterais ce que j'ai vu, par exemple, ce matin en venant par le train de banlieue. Hein. Bon, eh bien, le Français de souche qui assiste à ça, je dois dire qu'il devrait normalement pas être content. Hein. Il devrait même plutôt réagir. Mais non, il réagit pas. Au contraire, il est très silencieux. Bon, c'est tout. Voilà, il y a pas de révolte populaire. Il y a rien. Tant que le bourgeois ne sera pas attaqué à l'entrée de sa propre maison, il ne bougera pas. Nous sommes devenus conformes, voilà, conformes. Vous qui êtes un amoureux de l'Union européenne, Jacques Georges, comment expliquez-vous... de l'Europe plutôt que de l'Union européenne, mais enfin je suis pas... Vous dites que c'est la plus belle construction quand même. C'est quand même, absolument, non, attention, l'Union européenne d'abord c'est pas toute l'Europe, hein. Il y a quand même également d'autres institutions, mais l'Europe institutionnelle c'est quand même une avancée, je trouve quand même que c'est positif. Mais sur l'explosion des pipelines Nord Stream 1 et 2, pourquoi l'Union européenne, ses dirigeants ne sont pas montés au créneau pour se dire tiens, on vient de nous exploser notre principale ressource en gaz, d'où ça vient? Qui sont les mystérieux terroristes? Ah voilà. Voilà je ne vous demande pas de le dire. Bonne question. Mais pourquoi l'Union européenne ne réagit-elle pas? Mais la réponse, je crois que c'est le 26 septembre 2022, sauf erreur que ça a eu lieu, parce que je m'en souviens, quand c'est arrivé, pour moi, je me suis dit, ma première action, c'est Pearl Harbor. Moi, ça a été ma réaction. Ou Mercer le Kébir. C'est intéressant. Si on avait le temps, on creuserait d'ailleurs. On dirait Pearl Harbor ou Mercer le Kébir. C'est un peu un mélange des deux. Et j'ai dit, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Le président Biden avait prévenu, avait dit, vous savez, je peux pas vous en dire plus, mais ça nous plaît pas du tout. Vous savez, on sera en capacité de le détruire. On va le faire. Oui, on vous dit rien, mais enfin bon, ça nous plaît pas trop. Et puis on apprend que les pipelines ont sauté. Et moi, j'espérais que ça allait provoquer un sursaut absolument incroyable. Or, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers intéressés, c'est les Allemands. Les Allemands n'ont rien dit. Et d'ailleurs, si, on a dit c'est les Russes. Alors, c'était un gag. Le pipeline russe a été saboté par les Russes. Après, on a dit, ah non, c'est pas les Russes, parce que c'est quand même un peu gros. Non, c'est plutôt les Ukrainiens. C'est plutôt les Ukrainiens, les Anglais, les Norvégiens, etc. Bon. Et on en est où, là, maintenant, aujourd'hui, là-dessus? D'ailleurs, Donald Tusk, c'est Donald Tusk. Oui, exactement. Donald Tusk, le Premier ministre polonais. A dit récemment, aux dirigeants de la société qui porte les pipelines de Nord Stream, il leur a demandé d'être discret. Ah bon? Il leur a demandé d'être discret. C'est intéressant, moi je trouve. On connaît l'affiliation entre la Pologne et les États-Unis. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas réagi? Mais personne n'a réagi. L'Europe, c'est la somme des médiocrités nationales. Voilà.
Voilà, c'est tout. Si je résume, l'Europe réelle, hein, pas mon Europe à moi, selon. Moi, si on avait le temps, moi, je vous développerais l'Europe telle que. Moi, l'Europe à laquelle je pense, c'est l'Europe supérieure. Hein, c'est l'Europe du dessin, hein, et puis de l'art. Hein, c'est ça. Alors, l'Union européenne, le quotidien, je m'en fous. À la limite, ça m'intéresse pas. Mais l'Europe n'a pas réagi tout simplement parce que elle est la somme des médiocrités nationales. Mais est-ce que cette médiocrité nationale, ça n'est pas quelque part la soumission à l'empire américain? Si, oui. Hein, oui les socialistes, oui. Ils ont toujours été très amis. C'est la soumission peut-être à l'empire américain, c'est surtout à l'ère du temps. L'ère du temps, l'ère du temps, il est à la gauche, il est au gauchisme, il est au wokisme, il est à toutes sortes de pollutions idéologiques qui sont nées largement en France, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, quand même. Qui sont revenus en boomerang, sous forme de boomerang d'Amérique vers chez nous. Et le salut, le mal est venu d'Amérique, mais le salut, enfin, en tout cas, le contrepoids à ça, aujourd'hui, il vient d'Amérique, et c'est une bonne chose. Je dois dire que quand j'entends Trump, ou quand j'entends Vance, je me sens pas trop. Ça me déplaît. Enfin, non seulement ça me déplaît pas, mais ça me fait grand plaisir, franchement. On va y venir à Donald Trump avec vous, Jacques-Georges. Mais cette guerre en Ukraine, vous dites qu'elle n'est que la queue de comète de la guerre froide. Comment vous voyez évoluer les choses quand la paix sera signée? Oh, écoutez, moi, je suis pas un grand géopoliticien. Mon opinion, elle a l'importance qu'elle a. Mais enfin, ceci étant dit, premièrement, moi, je suis un pacifiste intra-européen. Une mort russe, une mort ukrainienne, une mort russe, c'est trop. Pour n'importe quelle cause, je dirais que c'est une guerre civile. Absolument, rien ne justifie une mort européenne. Rien. Bon, ceci étant dit, ça va se terminer comme ça n'aurait jamais dû commencer. Si simplement il y avait un gramme de bon sens parmi les dirigeants européens, à commencer par le nôtre, les demandes initiales de Poutine étaient très raisonnables. À l'origine, Poutine il voulait même adhérer à l'Europe, ou je ne sais plus. Enfin, il est toujours d'ailleurs très européen, Poutine. Il aime l'Europe. Oui, c'est ça, c'est un paradoxe. L'Europe ne l'aime pas, mais lui aime l'Europe. C'est un Européen. C'est quelqu'un en qui j'ai une certaine confiance, je dirais. C'est un modéré. C'est quelqu'un qui a le sens du long terme. C'est quelqu'un qui aime son pays et c'est quelqu'un qui se sent partie d'une civilisation européenne. Je crois qu'il a le destin européen dans la tête. Et bon, donc à long terme, c'est une histoire de famille malheureuse qui aura coûté 1 million de morts et de blessés pour rien, tout simplement parce qu'il faut que l'Ukraine soit, comment dirais-je, que la partie russe de l'Ukraine retourne à la Russie, comme ça aurait dû être le cas dès le départ, et que le reste soit neutralisé, et que l'Ukraine serve de lien entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, les deux ayant tendance à converger à long terme. Voilà. Cette guerre au Moyen-Orient entre le Hamas et Israël, qu'on évoque un petit peu moins ces jours-ci, on a vu avec l'arrivée de Donald Trump son projet de mettre la main sur la bande de Gaza. Vous dites que ce conflit était plus sérieux qu'en Ukraine. Alors pourquoi? Ah non, il n'est pas plus sérieux, il est plus sensible. Il est encore plus sensible. Sérieux étant l'adjectif que vous avez utilisé. Ah bon, oui, peut-être, oui, mais il est très sérieux aussi, évidemment. Mais là, je dirais, pourquoi est-il sensible, en tout cas? Parce que nous avons la plus grande communauté musulmane d'Europe en France, et parce que nous avons la plus grande communauté juive en France aussi. Bon, donc nous importons les conflits de l'extérieur plus que les autres. Voilà pourquoi c'est sensible, voilà pourquoi... Et en même temps, ça pose des questions de fond qu'on n'aura sûrement pas le temps de développer, mais c'est très intéressant. Je dirais que quand j'écoute les deux, quand j'écoute les sionistes, je les comprends. À quel titre ? Je les comprends parce qu'ils veulent continuer à exister. Ils ont l'intention de continuer à exister mais au détriment des autres. C'est la loi universelle, ça. Vous savez ça. La loi du plus fort. C'est une vieille loi qui a duré de demander aux Prussiens, c'est leur avis là-dessus.
aux anciens Prussiens. Mais le droit international, c'est pas la loi du plus fort, en théorie. Oui, mais enfin, bon, moi, je comprends les sionistes, je les comprends. Si j'étais israélien, je serais certainement pro Netanyahou. Mais si j'étais palestinien, je comprendrais aussi ceux qui ont envie de garder leur terre. C'est noble. Les deux recherches sont nobles, malheureusement, elles sont totalement incompatibles. Mais nous, les Français, là-dedans, quel est notre intérêt ? Notre intérêt, ça serait d'être neutre, pas neutre, d'être égal. Moi, je suis de façon générale assez pour une Europe qui serait intermédiaire, qui serait une puissance qui permettrait d'équilibre, absolument. Alors, pour les deux guerres, d'ailleurs, pour l'Ukraine et pour le Moyen-Orient, c'est pareil. Il faudrait que l'Europe soit au milieu. Le retour de Trump à la Maison-Blanche, vous dites qu'il est lourd de menaces économiques pour les Européens. Alors, à quoi évidemment, on doit s'attendre dans les prochains mois, prochaines années ? Écoutez, c'est très simple. Regardez les comptes. Regardez les comptes de la maison USA. Vous voyez, le PIB américain, il est 10 fois le PIB français, 33 000. 33 000. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, 33 000 milliards de dollars. Non, je dis une bêtise. Non, 30 000 le PIB et l'endettement 33 000. Donc ça veut dire qu'ils sont endettés comme nous. C'est-à-dire 3 fois la France. Exactement 10 fois la France. Décidément, j'ai des problèmes avec les chiffres maintenant. C'est 10 fois le PIB, 30 000, l'endettement public, 33 000. Le privé est considérable aussi. Bon, et ils ont un déficit public qui est 10 fois le nôtre, c'est-à-dire, je n'ai plus l'ordre de grandeur, mais l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 170 milliards par an. Ils ont donc j'ai dit un endettement considérable, un déficit considérable, et ils ont un déficit, commercial de 10 fois le nôtre aussi. À peu près, je dirais en ordre de grandeur, un peu plus de 1000 milliards. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Mais c'est très grave. Alors, pourquoi ? Très, très grave. Expliquez-nous on va pourquoi. En crever, vous savez, la France... Moi, Dites-nous pourquoi c'est grave, par rapport à nous, nous, Européens. Écoutez, quand vous avez des déficits budgétaires, des déficits commerciaux qui s'accumulent, vous perdez d'abord, dans un premier temps, vous perdez votre liberté. Et dans un deuxième temps, vous perdez la vie. La vie. Donc, les Américains au moins ont le réflexe de s'en rendre compte et de prendre les mesures. Donc, ils vont redresser violemment en tapant sur tout ce qui leur coûte cher et en redressant les comptes du commerce extérieur, en obligeant les Français et les Allemands et tout ce qu'on veut à acheter américain ou à redresser les contribuer à redresser leur propre compte. Donc on devrait faire la même chose. Notre belle Union européenne a du souci à se faire. Absolument, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait alors, justement ? Mais à l'heure actuelle, vous savez, l'Union européenne est très excédentaire vis-à-vis des États-Unis. Très lourdement excédentaire. Ça déplaît à M. Trump, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'il vient nous taper dessus. C'est normal. À sa place, je ferais exactement la même chose. Ah oui. Jacques Georges, votre ouvrage s'appelle « Mon époque et moi sommes mariés sans amour ». Il est à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Je vous en prie. Merci.